Les éditions Sixtreet présentent La guerre des femmes d'Alexandre Dumas, interprété par Hélène Lausseur. Nanon de Lartigue. Chapitre 1. À quelque distance de Libourne, la ville si gaie qui se mire dans les eaux rapides de la Dordogne, entre Fronsac et Saint-Michel-la-Rivière, s'élevait autrefois un joli village aux murs blancs et aux toits rouges, à demi enfoui sous les sycomores, les tilleuls et les hêtres. La route de Libourne à Saint-André-de-Cubzac passait au milieu de ces maisons, symétriquement alignées, et formait la seule vue qu'elles possédassent. Derrière une de ces rangées de maisons, à 100 pas à peu près, serpentait le fleuve, dont la largeur et la puissance commencent dès cet endroit à annoncer le voisinage de la mer. Mais la guerre civile a passé par là, et d'abord elle a renversé les arbres, puis dépeuplé les maisons, qui, exposées à toutes ces capricieuses fureurs, et ne pouvant fuir comme les habitants, se sont peu à peu écroulées sur les gazons, en protestant à leur manière contre la barbarie des guerres intestines. Mais peu à peu la terre, qui semble avoir été créée pour servir de tombe à tout ce qui fut, a recouvert le cadavre de ces maisons autrefois si gaies et si joyeuses. Enfin, l'herbe a poussé sur ce sol factice, et aujourd'hui le voyageur qui suit la route solitaire est loin de se douter, en voyant paître sur les monticules inégaux un de ces grands troupeaux comme on en rencontre à chaque pas dans le Midi, que bergers et moutons foulent le cimetière où dort un village. Mais au temps dont nous parlons, c'est-à-dire vers le mois de mai de l'année 1650, le village en question s'épanouissait des deux côtés de la route, qui l'alimentait comme une grande artère, avec un luxe de végétation et de vie des plus réjouissants. L'étranger qui l'eût traversé alors eût trouvé de son goût ces paysans occupés à atteler et dételer les chevaux de leurs charrues, ces bateliers tirant sur la rive leurs filets où frétillait le poisson blanc et rose de la Dordogne, et ces maréchaux ferrants frappant rudement sur l'enclume et sous le marteau desquels jaillissait une gerbe divergente d'étincelles qui illuminait la forge à chaque coup qu'il donnait. Cependant, ce qui l'eût le plus charmé, surtout si la route lui eût donné cet appétit devenu proverbial chez les coureurs de grands chemins, c'eût été à 500 pas de ce village une maison basse et longue, composée d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage seulement, exhalant par sa cheminée certaines vapeurs et par ses fenêtres certains fumets qui indiquaient mieux encore qu'une figure de veau doré peinte sur une plaque de tôle rouge, laquelle craquait, suspendue à une tringle de fer scellée dans l'entablement du premier étage, qu'il était arrivé enfin à l'une de ces maisons hospitalières dont les habitants, moyennant une certaine rétribution, se chargent de réparer les forces des voyageurs. Pourquoi l'hôtel du Veau d'Or était-il situé, me dira-t-on, à 500 pas du village, au lieu d'avoir pris son alignement naturel au milieu des riantes maisons groupées aux deux côtés du chemin? D'abord, c'est que tout perdu qu'il était dans ce petit coin de terre, l'hôte était en matière de cuisine un artiste du premier ordre. Or, en prenant rang du commencement au milieu, ou à l'extrémité d'une des deux longues lignes de maisons qui formaient le village, il courait risque d'être confondu avec quelques-uns de ces gargotiers qu'il était forcé d'admettre comme ses confrères, mais qu'il ne pouvait se décider à regarder comme ses égaux. Tout au contraire, en s'isolant, il attirait sur lui les regards des connaisseurs, lesquels, dès qu'ils avaient goûté une fois seulement de sa cuisine, se disaient les uns aux autres « Quand vous irez de Libourne à Saint-André-de-Cubzac ou de Saint-André-de-Cubzac à Libourne, ne manquez pas de vous arrêter pour déjeuner, dîner ou souper à l'auberge du Veau d'Or, à 500 pas du petit village de Matifou. » Et les connaisseurs s'arrêtaient, sortaient contents, renvoyaient d'autres connaisseurs, de sorte que l'intelligent hôtelier faisait peu à peu sa fortune, ce qui ne l'empêchait pas, chose rare, de continuer à tenir sa maison à la même hauteur gastronomique. Ce qui prouve ainsi que nous l'avons déjà dit, que maître Biscarrosse était un véritable artiste.
Or, par un de ces beaux soirs du mois de mai, où la nature déjà réveillée dans le midi commence à se réveiller dans le nord, des fumées plus épaisses et des odeurs plus suaves encore que d'habitude s'échappaient des cheminées et des fenêtres de l'auberge du Veau d'Or, tandis qu'au seuil du logis, maître Biscarrosse en personne, vêtu de blanc selon l'usage des sacrificateurs de tous les temps et de tous les pays, plumait de ses augustes mains des perdrix et des cailles destinés à quelques-uns de ces fins repas qu'il s'entendait si bien à ordonner et qu'il avait l'habitude, toujours par suite de l'amour qu'il portait à son art, de soigner dans leurs moindres détails. Donc le jour baissait. Les eaux de la Dordogne, qui, dans une de ces tortueuses déviations dont est semé son cours, s'éloignaient de la route à la distance d'un quart de lieue environ pour aller passer au pied du petit fort de verre, commençaient à blanchir sous les feuillages noirs. Quelque chose de calme et de mélancolique se répandait dans la campagne avec la brise du soir. Les laboureurs rentraient avec leurs chevaux dételés, les pêcheurs avec leurs filets ruisselants, les bruits du village s'éteignaient, et le dernier coup de marteau ayant retenti, fermant la laborieuse journée, le premier chant du rossignol commença de se faire entendre dans un massif voisin. Aux premières notes qui s'échappèrent du gosier du musicien en plume, maître Biscarrosse se mit à chanter aussi, pour l'accompagner sans doute. Il résulta de cette rivalité harmonique et de l'attention que l'aubergiste donnait à son ouvrage qu'il n'aperçut point une petite troupe composée de 6 cavaliers, laquelle apparaissait à l'extrémité du village de Matifou et s'avançait vers son auberge. Mais une interjection partie d'une fenêtre du premier étage, le mouvement rapide et bruyant avec lequel se ferma cette fenêtre, firent lever le nez au digne aubergiste. Il vit alors le cavalier qui marchait en tête de la troupe s'avancer directement vers lui. Directement n'est pas absolument le mot, et nous nous hâtons de nous reprendre, car cet homme s'arrêtait de 20 pas en 20 pas, lançant à droite et à gauche des regards scrutateurs, fouillant d'un clin d'œil sentiers, arbres et buissons, tenant d'une main un mousqueton sur son genou, pour être prêt à l'attaque comme à la défense, et de temps en temps faisant signe à ses compagnons, qui imitaient en tous ses mouvements, de se mettre en marche. Alors il se risquait de nouveau à faire quelques pas, et la même manœuvre recommençait. Biscarrosse suivit des yeux ce cavalier dont la marche singulière le préoccupait si furieusement que pendant tout ce temps, il oublia de détacher du corps du volatile la pincée de plume qu'il tenait entre le pouce et l'index. « C'est un seigneur qui cherche ma maison, dit Biscarrosse. Ce digne gentilhomme est sans doute myope. Cependant mon veau d'or est repeint à neuf, et la saillie de l'enseigne est considérable. Voyons, mettons-nous en relief. » Et maître Biscarrosse alla se planter au milieu de la route, où il continua de plumer la volaille avec des gestes pleins d'ampleur et de majesté. Le mouvement produisit le résultat qu'en attendait l'aubergiste. À peine le cavalier l'eut-il aperçu, qu'il piqua droit à lui, et, le saluant avec courtoisie, « Pardon, dit-il, maître Biscarrosse, n'avez-vous pas vu de ce côté une troupe de gens de guerre qui sont mes amis et qui doivent être en quête de moi? Gens de guerre est beaucoup dire, gens d'épée est le mot, gens armés, enfin. Oui, gens armés, cela rend mieux mon idée. Auriez-vous donc vu une petite troupe de gens armés? » Biscarrosse, on ne peut plus flatté d'être appelé par son nom, salua affablement à son tour. Il n'avait point remarqué que d'un seul coup d'œil lancé par l'étranger sur son auberge, celui-ci avait lu le nom et la qualité sur l'enseigne, comme il venait de lire l'identité sur la figure du propriétaire. En fait de gens armés, monsieur, répondit-il, après avoir réfléchi un instant, je n'ai vu qu'un gentilhomme et son écuyer, lesquels sont arrêtés chez moi depuis 1 heure environ. Ah ah, fit l'étranger en caressant le bas d'une figure presque imberbe et cependant déjà empreinte de virilité. Ah, il y a un gentilhomme et son écuyer dans votre hôtel. Et tous deux armés, dites-vous? Mon Dieu, oui, monsieur. Voulez-vous que je fasse dire à ce gentilhomme que vous désirez lui parler? Mais, reprit l'étranger, est-ce bien convenable? Déranger ainsi un inconnu et peut-être en user trop familièrement, si cet inconnu surtout est de qualité. Non, non, maître Biscarrosse, veuillez seulement me le dépeindre, ou mieux encore, me le montrer sans qu'il me voie. Vous le montrer est difficile, monsieur, vu qu'il a l'air de se cacher lui-même, car il a fermé sa fenêtre au moment où vous et vos compagnons avez paru sur la route. Vous le dépeindre est donc plus aisé.
C'est un petit jeune homme blond et délicat, âgé de 16 ans à peine, et qui semble avoir tout juste la force de porter la petite épée de Salomon pendue à son baudrier. » Le front de l'étranger se plissa sous l'ombre d'un souvenir. « Fort bien, dit-il, je sais ce que vous voulez dire. Un jeune maître blond et efféminé, monté sur un cheval barbe, et suivi d'un vieil écuyer raide comme le valet de pique. Ce n'est point cela que je cherche. »« Ah, ce n'est pas celui que monsieur cherche, dit Biscarrosse. »« Non. Eh bien, en attendant celui que monsieur cherche, et qui ne peut manquer de passer par ici, puisqu'il n'y a que cette route, monsieur pourrait entrer chez moi et se rafraîchir, lui et ses compagnons. »« Non, merci. Il me reste à vous remercier, voilà tout, et à vous demander quelle heure il peut être. »« Voici 6 heures qui sonnent à l'horloge du village, monsieur. Entendez-vous la grosse voix de la cloche ? » ?»« Bien. Maintenant, un dernier service, monsieur Biscarrosse. »« Avec plaisir. »« Dites-moi, s'il vous plaît, comment je pourrais me procurer un bateau et un batelier ? »